Le 1% de. La règle du 1%. MXTM Akapirat Arvegi Tsunamix. April no Lode. 2026. Partie 2 La doctrine du 1%. 6. La règle du 1%. Quelque part dans l'infrastructure juridique du développement urbain, discrètement enchâssée dans les codes d'urbanisme et les ordonnances municipales de ville à travers le monde, il existe une règle dont personne ne parle comme d'un mécanisme civilisationnel. Elle porte des noms différents selon les juridictions. Pourcentage pour l'art. Allocation d'art public. Réserve culturelle. Art dans l'architecture. Les noms varient. La structure est cohérente. Quand un projet de développement dépasse un certain seuil, défini en superficie, ou en coût de construction, ou en une combinaison des deux, une fraction obligatoire du budget total doit être allouée à l'art. Non au marketing. Non aux équipements. Non aux espaces verts et aux fontaines et aux installations de hall d'entrée que les promoteurs déploient comme marqueurs de style de vie pour leur démographie cible. À l'art. À la catégorie non productive, non extractive, non utilitaire de la création humaine qu'une civilisation désigne comme existant en dehors de la logique du rendement économique. 1%. Dans la plupart des juridictions qui l'ont formalisé, 1%. Le chiffre est suffisamment petit pour être absorbé sans protestation dans l'économie des développements à grande échelle. Il est suffisamment grand, à l'échelle d'un projet d'1 milliard, pour financer une installation d'ambition genuine. Il est, dans la comptabilité des promoteurs qui s'y conforment, un coût de faire des affaires, une taxe habillée en culture, une obligation réglementaire habillée en mécénat, acquittée par la commande d'une sculpture pour la place ou d'une fresque pour le hall ou d'une installation lumineuse pour la façade qui satisfait l'exigence sans interférer avec le métier principal de vendre ou de louer les 99% restants. C'est ainsi que la règle est comprise par ceux qui la financent. Ce n'est pas ainsi que la règle devrait être comprise. La règle du 1%, lue non comme une contrainte réglementaire mais comme un fait structurel sur l'organisation du capital et du sens dans la civilisation moderne, est l'une des caractéristiques les plus remarquables de l'environnement bâti que la société industrielle a produit. Elle est remarquable non pour ce qu'elle fait actuellement, qui est, dans la plupart des cas, modeste, décoratif, et en deçà du poids de son propre potentiel, mais pour ce qu'elle est structurellement. Elle est une zone non économique légalement mandatée à l'intérieur du système économique. Laissons cela s'installer un moment, car ses implications s'étendent bien au-delà de l'acquisition d'art. Chaque autre allocation dans un développement à grande échelle est gouvernée par la logique du rendement. Les unités résidentielles doivent être tarifées pour générer une marge. Les espaces commerciaux doivent attirer des locataires dont les loyers justifient le coût de construction. Le stationnement doit accueillir les véhicules des personnes qui occuperont l'immeuble. Le hall d'entrée doit projeter le bon signal à la bonne démographie pour soutenir le point de prix désiré. Même les espaces verts, les parcs, les cours, les zones de transition soigneusement aménagées sont des instruments économiques, intégrés à la proposition de valeur du développement, leur existence justifiée par la prime qu'ils permettent aux promoteurs de facturer pour la proximité à leur égard. Le 1% est différent. Le 1% est la seule allocation dans l'ensemble du budget de développement qui est explicitement interdite de se justifier par le rendement économique. Il ne peut pas être un équipement générateur de revenus. Il ne peut pas être un instrument marketing habillé en article, il doit être de l'art, c'est-à-dire qu'il doit être la chose que le système économique a historiquement désignée comme existant en dehors de sa propre logique. Comme appartenant à un ordre de valeurs différent. Comme important pour des raisons que le marché ne peut pas pleinement valoriser et n'est pas, dans l'instance de cette allocation spécifique, tenu de valoriser. C'est extraordinaire. Non parce que c'est large, 1% n'est pas large. Mais à cause de ce que cela prouve. Cela prouve que le système économique, au sommet de ses propres opérations, dans ses entreprises les plus grandes, les plus capitalistiques, les plus optimisées pour le profit, contient, par exigence légale, un espace gouverné par une logique différente. Un espace qui reconnaît, dans le langage de la loi et de la réglementation et de l'obligation exécutoire, que la civilisation humaine requiert quelque chose que le rendement économique ne peut pas fournir et à qui il n'est pas demandé de fournir. Cette reconnaissance n'est pas accessoire. Ce n'est pas une concession arrachée de mauvaise grâce à un système qui préférerait l'éliminer. C'est une caractéristique durable de l'environnement bâti dans chaque économie avancée qui a réfléchi sérieusement à ce pourquoi les villes existent. Elles persistent parce que les civilisations qui l'ont produite ont compris, à un niveau que le tableau de bord comptable ne peut pas saisir, que la ville purement économique, la ville organisée entièrement autour de la fonction productive et du rendement de marché, est une ville qui ne peut pas soutenir la vie humaine qu'elle est construite pour abriter. Le 1% est l'aveu du système économique qu'il ne peut pas tout fournir. Cet aveu est actuellement fait à l'échelle d'une sculpture dans une place. À l'échelle d'une fresque que les occupants de l'immeuble franchissent sans la remarquer. À l'échelle d'une installation lumineuse que le chargé de communication du promoteur inclut dans le dossier de presse pour l'inauguration et dont personne ne discute par la suite. La doctrine proposée ici commence par une lecture différente de cet aveu. Si le système économique reconnaît, dans sa propre infrastructure réglementaire, qu'1% de ses plus grandes opérations doit être alloué au non économique, alors la question n'est pas de savoir si cette allocation devrait exister.
Elle existe déjà. La question est ce qu'elle devrait être. Que devrait contenir la zone non économique à l'intérieur des plus grands déploiements de capital du moment actuel? La réponse standard, une sculpture, une fresque, une fontaine, une œuvre d'art accessible au public qui satisfait l'exigence réglementaire, ajoute une ligne au communiqué de presse, et se fait photographier pour les supports marketing de l'immeuble. La doctrine du 1% propose une réponse différente. La zone non économique devrait être une infrastructure de transition pour la civilisation que le développement est en train d'accélérer. Ce n'est pas un recadrage poétique. C'est une extension logique de la justification interne propre à la règle. La règle du pourcentage pour l'art existe parce que les villes ont reconnu que le développement à grande échelle change le caractère des lieux qu'il occupe. Qu'il remodèle le tissu spatial, social et culturel des quartiers et des districts de manière qui ne sont pas entièrement saisis par ses bénéfices économiques. Que les personnes qui vivent à proximité des grands développements se voient de voir quelque chose au-delà de l'assiette fiscale et de l'emploi que le développement fournit. Quelque chose qui reconnaît les dimensions non économiques de ce dans quoi elles vivent. Dans le moment où nous nous trouvons maintenant, les développements à grande échelle d'immobilier de luxe, de campus technologiques, et de complexes urbains à usage mixte ne font pas que changer le caractère de quartiers spécifiques. Ils sont construits par et pour la classe qui accélère le plus directement l'égalisation cognitive et la vague de déplacement décrite dans la partie I. Le capital déployé dans ces développements est, pour une part significative, du capital généré par la transformation technologique qui dissout la base d'emploi des populations qui les entourent. L'allocation du 1% n'est donc pas simplement une obligation culturelle. Elle est, dans le contexte spécifique de ce moment, une obligation de transition. Le développement qui est construit sur du capital généré par l'automatisation doit aux communautés qu'il occupe quelque chose de plus qu'une sculpture dans la place. Il leur doit un espace qui reconnaît la transition dans laquelle elles se trouvent et fournit une infrastructure pour la naviguer. Non pas la charité. Non pas les relations publiques. Un espace genuine, fonctionnel, architecturalement engagé qui prend au sérieux la question de ce que font les gens quand l'emploi qui organisait leur vie a été dissous par le même capital qui finance le développement qu'ils côtoient désormais. C'est ce que devient la règle du 1% quand elle est lue à l'échelle du moment actuel. Non pas 1% pour l'art. 1% pour la transition. La distinction importe pour ce qui est construit. Une sculpture répond à l'exigence de la règle telle qu'elle est actuellement rédigée et interprétée. Un campus de transition, un espace de participation, de construction du sens, de validation des rêves, et de développement d'une identité et d'un rôle post-emploi, répond à l'exigence de la règle telle qu'elle devrait être interprétée dans les conditions historiques spécifiques du XXIe siècle. L'infrastructure juridique existe déjà. L'obligation de financement existe déjà. Le capital est déjà déployé. La seule chose qui n'existe pas encore est l'ambition d'utiliser ce que la règle fournit pour ce que le moment requiert. Il existe une deuxième dimension de la règle du 1% que la doctrine étend au-delà de son application actuelle. La règle, telle qu'elle est légalement codifiée, s'applique aux développements individuels. Chaque projet satisfait sa propre obligation indépendamment. La sculpture dans la place d'un immeuble n'a aucune relation avec la sculpture dans la place de l'immeuble suivant. Les allocations sont déconnectées, chacune un acquittement discret d'une obligation discrète, ne produisant aucune accumulation, aucun réseau, aucune architecture à l'échelle de la ville ou du district ou de la civilisation. La doctrine du 1% propose que ces allocations soient comprises, là où c'est possible, coordonnées comme un réseau distribué d'infrastructures de transition. Non pas chaque projet satisfaisant sa propre obligation en isolation, mais des développements au sein d'une géographie partagée ou d'une thèse d'investissement partagée contribuant leurs allocations d'1% vers une architecture de transition commune qui sert la population que leur développement combiné est en train de déplacer. Cette coordination n'est pas légalement requise par la formulation actuelle de la règle. Elle n'est pas légalement interdite non plus. C'est un choix disponible pour les promoteurs ayant la vision de voir que la valeur de leur propre développement est améliorée par la qualité de l'infrastructure de transition qui l'entoure, et disponible pour les villes ayant la capacité de gouvernance d'inciter à la coordination plutôt que de simplement mandater la conformité individuelle. Dans son expression la plus aboutie, cette coordination produit quelque chose que la règle n'a jamais été conçue pour produire mais est structurellement capable de produire. Un réseau de zones d'1% qui constitue collectivement une couche spatiale alternative significative au sein de la ville, non pas la couche primaire, non pas en remplacement de l'infrastructure économique que les 99% financent, mais existant à ses côtés comme un engagement permanent. Distribué, architecturalement lisible envers les dimensions non économiques de la vie collective. Le 1% de chaque développement. Additionné. Coordonné. Dirigé vers un but partagé. À l'échelle d'une ville, cela devient une ressource significative. À l'échelle d'un écosystème de développement mondial, cela devient quelque chose sans précédent. Un mécanisme de financement civilisationnel pour l'infrastructure du sens, enchâssé dans les opérations mêmes du système de capital qui génère le besoin de celle-ci. Le mécanisme existe déjà. L'obligation existe déjà. Le capital est déjà déployé.
La seule question est de savoir si le 1% est dépensé pour une sculpture dont personne ne se souviendra dans 10 ans, ou pour les premières instances de l'infrastructure qui définira la façon dont cette civilisation navigue la transition dans laquelle elle se trouve déjà. Ce n'est pas une question d'art contre praticité. Le capteur de rêve au centre du premier campus du 1% est de l'art à l'échelle du territoire, symboliquement souverain, architecturalement permanent, l'œuvre d'art public la plus ambitieuse de sa génération. L'art et l'infrastructure de transition ne sont pas en tension dans cette doctrine. Ils sont la même chose, quand l'art est compris dans toute son ambition. La sculpture dans la place, c'est ce à quoi ressemble l'art quand il n'exige rien de la civilisation qui l'habite. Le capteur de rêve est ce à quoi ressemble l'art quand il accepte le plein poids du moment dans lequel il est fait. 1%. La même fraction. Une civilisation entièrement différente. 7. Le luxe comme moteur de transition. L'instinct, face à l'ampleur du déplacement que l'égalisation cognitive produit, est de se tourner vers l'État. C'est l'instinct que chaque vague de transition précédente a produit, et il n'est pas erroné. L'État est l'institution dotée de l'autorité légale pour contraindre la redistribution, de l'échelle pour déployer des ressources au niveau que la transition requiert, et du mandat démocratique aussi contesté, aussi érodé par la crise de légitimité décrite dans le chapitre précédent, pour agir dans l'intérêt des populations pour lesquelles le marché n'agira pas. La taxe sur l'automatisation, le prélèvement sur les milliardaires, le revenu universel de base, la subvention à la requalification, ce sont des instruments d'État, et la justification de les déployer à grande échelle est réelle et sera faite, est en train d'être faite, et finira par prévaloir sous une forme ou une autre dans la plupart des économies avancées. Mais l'État est lent. Non pas comme critique, comme description structurelle. L'État est lent parce qu'il opère par délibération démocratique, ce qui requiert de construire des coalitions entre des circonscriptions aux intérêts et aux horizons temporels conflictuels. Il est lent parce qu'il opère par processus législatif, ce qui requiert de traduire l'urgence d'une transition technologique rapide dans le langage de la loi, qui est intrinsèquement tournée vers le passé, conçu pour codifier ce qui a déjà été compris plutôt qu'anticiper ce qui n'est pas encore lisible. Il est lent parce qu'il opère par mise en œuvre bureaucratique, ce qui requiert de construire la capacité administrative pour déployer les ressources à l'échelle que la politique mandate, et la capacité administrative est la ressource à la croissance la plus lente dans l'écosystème institutionnel. La transition n'est pas lente. L'écart entre la vitesse du déplacement et la vitesse de la capacité de l'État à y répondre n'est pas un échec politique. C'est une caractéristique structurelle de la gouvernance démocratique opérant à l'intérieur d'une accélération technologique qu'elle n'a pas produite et ne peut pas contrôler. L'écart se comblera, finalement, comme il s'est comblé dans les transitions précédentes. Mais dans l'intervalle, qui se mesurera en années, peut-être en décennies, les populations à l'intérieur de la transition n'attendent pas que l'État les rattrape. Elles vivent la transition maintenant, en l'absence de l'infrastructure que l'État n'a pas encore construite. Quelque chose doit agir avant que l'État ne soit prêt. L'argument de ce chapitre est que le luxe, spécifiquement, le secteur de l'immobilier haut de gamme et du développement opérant à la frontière du marché mondial des capitaux, est structurellement positionné pour être ce quelque chose. Non pas comme charité. Non pas comme philanthropie. Non pas comme responsabilité sociale d'entreprise déployée pour gérer le risque réputationnel. Mais comme moteur de transition, un système de capital qui peut se déplacer à la vitesse que la transition requiert, à l'échelle que la transition demande, dans les géographies spécifiques où la transition est la plus aiguë, en avant sur les mécanismes d'État qui formaliseront finalement ce que le capital privé a déjà prototypé. Cet argument requiert de démonter plusieurs hypothèses susceptibles de lui résister. La première est l'hypothèse que le luxe et la transition sont naturellement opposés, que la concentration de capital nécessaire pour produire un développement de luxe est elle-même un moteur principal du déplacement auquel l'infrastructure de transition doit répondre, et que demander au luxe de financer la réponse à ses propres effets est soit naïf soit cynique. Cette hypothèse n'est pas sans fondement. Le capital qui construit des développements de luxe à Tulum et Miami et Dubaï et Londres est, pour une part significative, du capital qui a été généré par la même transformation technologique qui dissout la base d'emploi des populations que ces développements déplacent. Le promoteur qui construit un complexe de luxe sur une terre qui était auparavant une communauté de pêcheurs n'est pas, dans une comptabilité simple, l'allié naturel de la transition de cette communauté vers l'ère post-emploi. Mais l'argument ici ne porte pas sur le caractère moral du capital de luxe. Il porte sur sa position structurelle. Le développement de luxe possède 3 propriétés qui en font le moteur de transition de première étape le plus viable disponible dans le moment actuel. La première est l'échelle et la vitesse. Le développement de luxe opère à une échelle, des centaines de millions à des milliards de dollars par projet, et une vitesse, des années de la conception à l'achèvement, comparée aux décennies de processus législatifs et bureaucratiques requis pour l'infrastructure d'État qui correspond à l'urgence de la transition. Le promoteur privé qui décide d'intégrer un véritable campus de transition dans un développement d'1 milliard peut démarrer les travaux en l'espace d'un cycle de planification. L'État qui décide de construire une infrastructure équivalente doit d'abord adopter la législation habilitante, puis allouer les fonds, puis construire la capacité administrative, puis lancer l'appel d'offres,
puis gérer les pressions politiques qui s'attacheront à chaque étape du processus. Le promoteur va plus vite. Dans l'intervalle entre le prototype privé et l'adoption publique, le prototype accomplit un travail que rien d'autre n'accomplit. La deuxième est la valeur de différenciation. Les développements de luxe ne se font pas concurrence principalement sur les spécifications fonctionnelles. Un complexe de luxe à Tulum est en concurrence avec d'autres complexes de luxe à Tulum, et avec des complexes de luxe à Bali et aux Maldives et en Algarve et dans chaque autre géographie que la population mondiale à haute valeur nette a désigné comme destination. Dans cette concurrence, la parité fonctionnelle est la ligne de base. Chaque développement à ce niveau offre la qualité attendue de matériaux, de services, de confidentialité et d'équipement. Ce qui différencie est tout ce qui dépasse la ligne de base. L'histoire, l'identité, le sentiment que ce lieu spécifique entretient un rapport à son moment dans l'histoire qu'aucun autre lieu n'entretient. Le campus de transition du 1% est, dans ce paysage concurrentiel, un différenciateur extraordinaire. Non pas parce qu'il est philanthropique, le marché du luxe est saturé de positionnements philanthropiques, mais parce qu'il est réel. Une véritable œuvre d'art à l'échelle du territoire qui est l'œuvre d'art publique la plus ambitieuse de sa génération. Un processus de gouvernance qui fait réellement quelque chose d'historiquement sans précédent. Un campus qui reçoit réellement les déplacés et construit réellement l'infrastructure du sens qu'aucun gouvernement n'a encore construite. Ce ne sont pas des affirmations marketing reproductibles par un concurrent disposant d'une meilleure agence. Ce sont des faits sur le terrain qui tirent leur valeur précisément du fait d'être premiers, d'être originaux, d'être l'instance fondatrice de quelque chose que la civilisation reconnaît, à un niveau en deçà de l'explicite, comme nécessaire. Le développement de luxe qui abrite le premier campus du 1% ne vend pas simplement de l'immobilier. Il vend la proximité à la première architecture de la transition post-rareté. C'est une proposition de valeur sans concurrent, parce qu'il n'existe, par définition, qu'une seule première fois. La troisième est l'alignement de l'excès avec le besoin. Le développement de luxe génère un surplus économique, spatial, culturel, qui dépasse ce que la fonction primaire du développement requiert. Le complexe haut de gamme n'a pas besoin d'un campus d'1 milliard pour attirer sa démographie cible. Le développement résidentiel de luxe n'a pas besoin d'un processus de gouvernance de transition pour vendre ses unités. L'excès est réel. Les marges à l'extrémité luxe du marché immobilier sont les plus élevées du secteur, et la prime de différenciation qu'un développement genuinement distinctif peut commander est significative. L'allocation du 1% est, dans l'économie du développement de luxe, non pas un sacrifice. C'est une réallocation d'une fraction du surplus, de la catégorie de dépenses qui produit des rendements marginaux à la catégorie de dépenses qui produit des rendements transformateurs. C'est l'argument du moteur de transition dans sa forme la plus simple. Le développement de luxe dispose d'un surplus qui dépasse ses propres besoins, opère à l'échelle et à la vitesse que la transition requiert, et peut générer une valeur de différenciation à partir d'une infrastructure de transition genuine qu'aucune autre forme d'investissement ne peut reproduire. L'alignement entre ce que le développement de luxe a à offrir et ce que la transition a besoin de recevoir n'est pas accidentel. Il est structurel. Il existe une troisième catégorie d'objections à l'argument du luxe comme moteur de transition qui mérite un engagement direct, parce qu'elle viendra des personnes les plus engagées envers la transition elle-même. L'objection est que l'infrastructure de transition financée par et enchâssée dans le développement de luxe n'est pas genuinement accessible aux populations déplacées qu'elle est censée servir. Qu'un campus de transition dans un complexe d'1 milliard à Tulum est un campus pour les clients du complexe, non pour les chauffeurs de taxi de Cancun ou les anciens travailleurs de centres d'appel de Monterrey. Que le contexte esthétique et social du développement de luxe est lui-même une forme d'exclusion, que le travailleur déplacé qui arrive dans un campus entouré de l'architecture de l'hôtellerie haut de gamme n'arrive pas dans un espace qui a été construit pour elle, et le saura, et ne reviendra pas. Cette objection est sérieuse et doit être répondue sérieusement. La réponse n'est pas que l'objection est erronée. Le risque qu'elle nomme est réel. L'infrastructure de transition enchâssée dans le développement de luxe peut devenir une vitrine pour la conscience du promoteur plutôt qu'une ressource genuine pour les déplacés. Le processus de validation des rêves peut devenir une performance de participation plutôt qu'un exercice genuine de celle-ci. Le campus peut devenir un équipement culturel pour les clients du complexe plutôt qu'une infrastructure de travail pour la transition. Ce sont des modes d'échec, non des inévitabilités. Ce sont les modes d'échec que l'architecture de gouvernance de la doctrine du 1% est spécifiquement conçue pour prévenir, par l'inclusion genuine des populations déplacées dans le processus de validation des rêves, par la conception physique et sociale du campus comme espace de rencontre plutôt qu'espace de spectacle, par l'indépendance de la gouvernance du campus vis-à-vis des impératifs commerciaux du développement qui le finance. Le développement de luxe finance le campus. Il ne le gouverne pas. Cette distinction est la garantie structurelle contre la capture. Le promoteur fournit le terrain, le capital, l'allocation du 1%. Le campus est gouverné par son propre processus, par l'architecture de validation des rêves, par la communauté qu'il sert, par les principes de la doctrine du 1% qui précèdent tout développement spécifique et survivent aux intérêts commerciaux de tout promoteur spécifique. Ce n'est pas un arrangement naïf. Il requiert une architecture juridique pour le protéger,
des structures de gouvernance qui isolent l'indépendance opérationnelle du campus de la gestion commerciale du développement. Il requiert une vigilance continue contre la dérive vers la vitrine et l'éloignement de la substance. Il requiert le type d'autorship souverain de la doctrine qui garantit que le cadre ne peut pas être silencieusement redéfini par quiconque finance son instance actuelle. Cet authorship souverain est ce que cette publication établit. La doctrine existe indépendamment de tout développement. Tout développement qui adopte la doctrine adopte quelque chose qu'il n'a pas créé et ne peut pas posséder. Les termes de l'adoption sont fixés par la doctrine, non par le promoteur. C'est la garantie que le luxe fonctionne comme moteur de transition plutôt que comme décoration de transition. Non pas la confiance dans la bienveillance du capital, la bienveillance n'est pas un mécanisme de gouvernance, mais la subordination structurelle du rôle du capital à une doctrine que le capital finance mais ne contrôle pas. Il existe une dimension finale de l'argument du luxe comme moteur de transition qui le connecte à l'arc le plus long de la transition. Le moment dans lequel nous nous trouvons n'est pas la destination. La post-rareté, dans son expression pleine, n'est pas une condition que le développement de luxe produira ou qu'une doctrine unique architecturera. C'est une émergence civilisationnelle, une transition de phase qui se déploiera sur des générations, à travers l'effet accumulé de milliers d'expériences locales, d'adaptations institutionnelles, d'innovations de gouvernance, et d'interventions spatiales qui constituent ensemble un nouveau principe organisateur pour la vie collective. Le luxe, comme moteur de transition, est approprié à la phase actuelle, la phase dans laquelle le capital privé se déplace plus vite que l'infrastructure publique, dans laquelle le prototype doit précéder la politique, dans laquelle les premières instances des nouveaux modèles spatiaux et de gouvernance doivent être construites par quiconque est capable de les construire avant que l'État n'ait développé la capacité de les construire à grande échelle. Mais le luxe n'est pas le moteur permanent de la transition post-rareté. Il est le premier moteur, celui disponible maintenant, dans les conditions spécifiques du moment actuel, capable de se déplacer à la vitesse requise avec les ressources requises. À mesure que la transition avance, à mesure que la taxe sur l'automatisation et le prélèvement sur les milliardaires et le revenu universel de base et l'infrastructure de requalification de l'État rattrapent finalement la vitesse du déplacement auquel ils répondent, la base de financement de l'infrastructure de transition s'élargira. L'allocation du 1% enchâssé dans le développement de luxe sera rejointe par les allocations publiques que l'État, ayant vu le prototype privé, finira par mandater à grande échelle. Le campus qui a commencé comme une caractéristique d'un complexe d'1 milliard deviendra le modèle pour des campus que la ville construira, que le gouvernement fédéral financera, que l'architecture du développement international déploiera à travers les géographies de la transition mondiale. Le prototype privé devient la politique publique. L'expérience de luxe devient la norme civilisationnelle. La règle du 1% devient la taxe de transition sous un autre nom. C'est ainsi que fonctionnent les transitions par modèle. Non pas l'imposition descendante d'une solution conçue, mais l'émergence ascendante d'un modèle éprouvé, du prototype à la réplication, de la première instance à la norme mondiale, de la générosité spécifique d'un développement à l'obligation structurelle d'un système entier. Le luxe construit le premier. Le monde construit le reste. C'est l'argument du moteur de transition dans sa forme complète. Non pas le luxe comme solution. Le luxe comme allumage. 8. Le développement comme infrastructure civilisationnelle. Chaque ère de la civilisation a eu un type de bâtiment primaire. Non pas le bâtiment le plus beau de l'ère, ni le plus ambitieux technologiquement, ni le plus chargé symboliquement, bien que le type de bâtiment primaire soit souvent tout cela à la fois. Le type de bâtiment primaire est celui qui, plus que tout autre, organise la logique spatiale, sociale et économique de son moment. Celui qui détermine où les gens vont et pourquoi. Celui qui concentre le capital, attire la population, génère la densité d'activités humaines d'où émergent la culture et le commerce et la gouvernance. Celui qui, quand on le regarde depuis une distance de siècles, dit ce qu'une civilisation comprenait être sa raison d'être. Le temple était le type de bâtiment primaire de la cité antique. Non pas parce que chaque cité antique était principalement religieuse, les économies d'Athènes et de Rome n'étaient pas principalement des économies religieuses, mais parce que le temple était la structure autour de laquelle s'organisait la compréhension que la cité avait de sa propre finalité. C'est là que se négociait le rapport de la cité aux forces qui la dépassaient, où l'identité collective était mise en acte, où les ressources de la communauté étaient concentrées dans une forme qui exprimait ce que la communauté croyait être. La cathédrale a étendu cette logique à travers le millénaire médiéval, ajoutant à la fonction religieuse du temple l'organisation spatiale de la ville environnante, le marché, l'école, l'hôpital, le centre administratif, tous disposés autour du champ gravitationnel de la cathédrale. La hauteur du bâtiment un index littéral de ce vers quoi la civilisation pointait. L'usine était le type de bâtiment primaire de la civilisation industrielle. Cela est moins évident que le temple et la cathédrale parce que l'usine manque de leur ambition esthétique. C'est, délibérément, un bâtiment dépouillé de prétentions symboliques, organisé entièrement autour de la fonction productive. Mais cette austérité fonctionnelle est précisément ce qui en fait l'expression honnête du principe organisateur de la civilisation industrielle. L'usine concentrait le travail,
le capital et la capacité productive dans une structure unique et produisaient, autour d'elle, le logement, le commerce, l'infrastructure de transport, et l'organisation sociale de la ville industrielle. L'usine ne faisait pas seulement des choses. Elle faisait la ville qui l'entourait, et les structures de classe qui organisaient cette ville, et les formations politiques que ces structures de classe produisaient. La tour de bureau était le type de bâtiment primaire du siècle post-industriel. Le passage de l'usine à la tour était l'expression spatiale du passage du travail physique au travail cognitif comme forme dominante d'activité économique. De la production de choses à la production de décisions, d'analyse, de coordination, et du traitement complexe de l'information que l'économie de service requérait. La tour concentrait la couche cognitive de l'économie en proximité verticale, produisait autour d'elle l'infrastructure de transit et l'écosystème de commerce de détail et la densité résidentielle que la ville du savoir requérait, et exprimait dans sa hauteur et ses murs rideaux de verre l'esthétique spécifique d'une civilisation qui comprenait sa production primaire comme le mouvement de l'information plutôt que le mouvement de la matière. Quel est le type de bâtiment primaire de la civilisation de transition, la civilisation qui émerge de l'effondrement de la hiérarchie cognitive, à l'intérieur de la vague de déplacement, au-delà de la crise de légitimité des institutions que la tour de bureau abritait? Ce n'est pas une question à réponse évidente, parce que la civilisation de transition n'existe pas encore sous une forme lisible. Elle émerge, inégalement et sans expression spatiale claire, de la dissolution des formes qui l'ont précédée. La tour de bureau ne disparaît pas, elle se vide, partiellement, tandis que les fonctions cognitives qu'elle concentrait se dispersent dans les environnements distribués augmentés par l'IA du travail hybride et distant. L'usine ne disparaît pas, elle s'automatise, sa population humaine s'amenuisant tandis que les machines qu'elle contient requièrent moins de corps et plus d'algorithmes. La cathédrale et le temple persistent comme artefacts culturels, leur fonction religieuse supplantée et dans de nombreux cas remplacée par la spiritualité séculière de l'économie de l'expérience, du complexe de bien-être, de l'installation culturelle immersive. Mais aucun de ces types n'est le type de bâtiment primaire de ce qui vient ensuite. Le type de bâtiment primaire de la civilisation de transition est un bâtiment qui n'existe pas encore à grande échelle. Il existe en prototype, dans des expériences dispersées de cotravail et de cohabitation, dans le campus de résidence et l'espace de fabrication, dans le centre culturel qui tente d'être plus qu'un lieu, dans le hub communautaire qui tente d'être plus qu'un point de distribution de services sociaux. Ce sont des instances précoces et inadéquates d'une forme spatiale dont la civilisation a besoin mais qu'elle n'a pas encore produite avec l'ambition et les ressources et l'engagement architectural que le moment requiert. Le type de bâtiment primaire de la civilisation de transition est le campus du devenir collectif. Une organisation spatiale non autour de la fonction productive mais autour des processus par lesquels des personnes éjectées de leur rôle précédent trouvent, ensemble, quels seront leurs prochains. C'est ce que le développement, compris comme infrastructure civilisationnelle plutôt que simplement comme immobilier, doit désormais produire. Le mot développement porte sa propre histoire de signification que la doctrine doit engager et partiellement revendiquer. Dans le vocabulaire de l'immobilier, le développement est le processus par lequel le capital transforme la terre en forme bâtie dans le but de générer un rendement. Dans le vocabulaire de l'économie internationale, le développement est le processus par lequel les pays pauvres deviennent plus riches par l'industrialisation et la modernisation institutionnelle. Dans les deux vocabulaires, le terme est téléologique, il nomme une direction, un mouvement du moindre vers le plus grand, du brut vers le raffiné, du potentiel vers l'actualisé, et dans les deux vocabulaires, le télos est fondamentalement économique. Le développement réussit quand il génère des rendements, quand il produit de la croissance, quand les actifs qu'il crée valent plus que les intrants qui les ont créés. La doctrine propose d'élargir ce télos sans l'abandonner. Le développement réussit quand il génère des rendements. Mais les rendements peuvent être mesurés dans plus d'une monnaie. Le rendement d'un campus de transition enchâssé dans un développement de luxe comprend le rendement économique pour le promoteur, la prime de différenciation, la valeur de marque, la désirabilité accrue des unités environnantes, et il comprend un rendement qu'aucun système de comptabilité actuel ne mesure mais que chaque civilisation a toujours compris comme réel, le rendement sur la cohésion sociale, sur la préservation de la dignité humaine des populations déplacées, sur l'établissement précoce des modèles spatiaux et de gouvernance qui empêcheront les pathologies sociales de la transition non conçues de se métastaser en violence politique et consolidation autoritaire que les vides de légitimité produisent historiquement. Ces rendements ne sont pas invisibles. Ils sont simplement non tarifés. Et l'histoire de la civilisation est, pour une part significative, l'histoire de décisions prises sur la base de rendements non tarifés, décision de construire la cathédrale plutôt que l'entrepôt supplémentaire, de financer la bibliothèque publique plutôt que le bureau de collecte d'impôts supplémentaires, de préserver le parc plutôt que de développer la parcelle, d'investir dans l'école plutôt que dans la prison. Ces décisions n'étaient pas irrationnelles. Elles reflétaient la compréhension qu'avait une civilisation de ce vers quoi elle construisait, au-delà de la comptabilité immédiate de la fonction productive. Le développement comme infrastructure civilisationnelle signifie un développement qui intègre explicitement les rendements non tarifés dans sa prise de décision. Qui comprend la question que devrions-nous construire ici ?
Comme une question non pas seulement sur l'optimisation de l'utilisation du terrain, mais sur le type de civilisation que la forme bâtie aidera à produire. Ce n'est pas une idée nouvelle. C'est l'idée derrière chaque grande pièce de planification urbaine qui a produit des villes qui méritent d'être habitées. Les parcs de Frederick Law Olmsted n'étaient pas une utilisation économiquement optimisée du terrain, c'étaient des investissements civilisationnels dont les rendements se mesuraient dans la santé, la cohésion sociale et l'identité collective des populations qui les entouraient, des rendements qui se sont accumulés sur des générations et ne peuvent pas être extraits en une seule transaction. Les bibliothèques publiques d'Andrew Carnegie n'étaient pas des déploiements de capital efficaces, c'étaient des paris sur la valeur civilisationnelle de l'accès universel à la connaissance, des paris qui ont payé sous des formes qu'aucun bilan n'aurait pu anticiper. Les places civiques et les halles de marché et les bains publics de la ville européenne médiévale n'étaient pas rentables au sens contemporain, ils étaient l'expression spatiale de la compréhension d'une civilisation que la vie collective requérait une infrastructure collective que le marché ne fournirait pas. Le campus du 1% s'inscrit dans cette tradition. Non pas comme charité, non pas comme philanthropie, non pas comme geste du promoteur vers la responsabilité sociale, mais comme contribution du moment actuel à la longue histoire de l'infrastructure civilisationnelle. L'infrastructure que chaque ère doit construire, à la frontière de sa propre capacité et ambition, pour abriter les formes de vie collective que ces conditions historiques spécifiques requièrent. À quoi ressemble le développement comme infrastructure civilisationnelle, opérationnellement? Il ressemble à un processus de développement qui commence non par la question que pouvons-nous construire ici qui générera le rendement maximum, mais par la question de quoi ce lieu, en ce moment, dans cette géographie spécifique de transition, a-t-il besoin qui n'existe pas encore? Et qui construit ensuite cela, avec toutes les ressources et l'ambition que l'économie du développement rend disponible, en chassant la réponse dans l'organisation spatiale primaire du projet plutôt que la louant au 1% obligatoire qui satisfait l'exigence réglementaire et disparaît dans les notes de bas de page. Il ressemble à un développement dont le plan directeur traite le campus de transition non pas comme un équipement au sein du projet mais comme le principe organisateur du projet, la structure autour de laquelle les autres éléments du développement sont disposés, de la façon dont la cathédrale organisait la ville médiévale plutôt que de la façon dont l'Art du Hall organise la tour de bureau contemporaine. Il ressemble à un développement dont la structure de gouvernance inclut la gouvernance du campus de transition comme un élément genuine de la responsabilité du projet, non pas une fonction subsidiaire gérée par un département des relations communautaires, mais une dimension coégale de l'identité du projet, rendant compte non pas à la gestion commerciale du développement mais à la doctrine que le développement a adoptée. Il ressemble à un développement qui comprend sa propre permanence différemment de l'immobilier conventionnel. Le développement conventionnel est conçu pour générer des rendements sur un horizon d'investissement défini, la période entre le déploiement du capital et la sortie, que ce soit par la vente, le refinancement ou la capitalisation des revenus. L'infrastructure civilisationnelle est conçue pour générer des rendements sur un horizon générationnel. Le campus de transition n'est pas construit pour être liquidé. Il est construit pour être habité, pour accumuler le capital social, la connaissance institutionnelle, le poids symbolique, et l'expérience de gouvernance que seul le temps et la continuité produisent. Le promoteur qui le construit ne construit pas un actif à liquider. Il construit un précédent à répliquer. Le rendement sur ce précédent n'est pas capturé dans son bilan. Il s'accumule pour la civilisation qui apprend de la première instance comment construire les suivantes. Cela requiert un rapport à la propriété différent de celui que le développement conventionnel suppose. Le développement conventionnel possède son produit. Les unités, les espaces commerciaux, les parties communes, ce sont des actifs au bilan du promoteur, générant des rendements que le promoteur capture. Le campus de transition, s'il doit fonctionner comme infrastructure civilisationnelle, ne peut pas être possédé en ce sens. Il peut être financé par le promoteur. Il peut être physiquement abrité dans les limites du développement. Ses coûts opérationnels peuvent être supportés par l'économie du développement. Mais sa gouvernance doit être indépendante de la propriété du promoteur, et sa doctrine doit être souveraine au cadre qui précède l'implication de tout promoteur spécifique. Le promoteur construit le contenant. La doctrine le remplit. La communauté gouverne ce qui est à l'intérieur. C'est la définition opérationnelle du développement comme infrastructure civilisationnelle. La construction délibérée d'un contenant dont le contenu dépasse le contrôle du constructeur, dont les rendements dépassent la comptabilité du constructeur, et dont la permanence dépasse l'horizon d'investissement du constructeur. Chaque civilisation qui a produit une infrastructure durable a compris cela. Le pharaon qui a construit le temple ne possédait pas le Dieu. Le marchand qui a financé la cathédrale ne possédait pas la foi. L'industriel qui a doté la bibliothèque ne possédait pas les idées. L'acte de construire le contenant était l'acte d'investissement civilisationnel, la reconnaissance que certaines formes de besoins humains requièrent un logement physique que le marché ne produira pas spontanément, et que la production de ce logement est elle-même une forme de rendement, mesurée dans des monnaies qui survivent à la période comptable du constructeur. Le campus du 1% est ce contenant pour ce moment. Non pas un monument à la vision du promoteur. Non pas une vitrine pour l'ambition de la doctrine.
Une pièce de travail d'infrastructure civilisationnelle, la première expression spatiale du principe organisateur que la transition requiert, construite avec les ressources que la phase actuelle de concentration du capital rend disponibles, conçue pour être répliquée par les mécanismes publics qui formaliseront finalement ce que l'ambition privée a prototypé. Il existe une géographie de cet argument qui doit être rendue explicite. Les endroits où les premiers campus du 1% seront construits ne sont pas les endroits les plus profondément à l'intérieur de la transition. Ce sont les endroits à ses bords, les développements de luxe, les communautés de villégiature haut de gamme, les projets à usage mixte qui servent la classe mobile mondiale. Ce ne sont pas les endroits où le déplacement est le plus acutement vécu. Ce sont les endroits où le capital requis pour prototyper la réponse au déplacement est le plus immédiatement disponible. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est de la topologie. Le prototype doit être construit là où existent les ressources pour le construire. Le modèle que le prototype démontre doit ensuite migrer vers les endroits où le besoin est le plus aigu. Porté là par les mécanismes publics que le prototype privé catalysera finalement. La cathédrale n'a pas été construite d'abord dans la paroisse la plus pauvre. Elle a été construite d'abord là où les ressources pour sa construction étaient concentrées. Son modèle s'est ensuite répandu par l'architecture, la gouvernance, la connaissance accumulée de comment construire et opérer un espace de sens collectif, vers chaque communauté qui pouvait finalement en soutenir un. Le campus du 1% commence à la frontière du développement de luxe. Le besoin civilisationnel auquel il répond commence partout. Le modèle migre. L'infrastructure s'étend. C'est la topologie de l'infrastructure civilisationnelle. Elle commence toujours là où existe la capacité de la commencer. Elle finit toujours là où le besoin en est le plus universel. La distance entre ces deux points n'est pas un échec moral. C'est un défi de conception. Un défi que le développement, compris comme infrastructure civilisationnelle, est uniquement positionné pour accepter. 9. Le campus, non le monument. Il existe une tentation, quand l'échelle d'une idée atteint des proportions civilisationnelles, de construire en conséquence. Construire singulier. Construire l'objet qui s'annonce depuis la distance, qui commande la ligne d'horizon, qui résout la complexité de son moment en un geste unique si lisible et si permanent que la civilisation qui l'a produit peut pointer et dire « là ». C'est ce que nous avons compris. C'est ce que nous avons fait. C'est la forme qu'a prise notre ambition quand on lui a donné de la terre et du capital et la liberté de s'exprimer sans excuse. Le monument est cette tentation satisfaite. Et le monument a sa place dans l'histoire de l'expression civilisationnelle. La pyramide, l'obélisque, l'arc de triomphe, le mémorial de guerre, la tour moderniste, ce ne sont pas des échecs de l'imagination. Ce sont des réponses spécifiques à une question spécifique. Comment une civilisation rend-elle ses convictions les plus profondes lisibles dans la forme bâtie, de façon permanente, à l'échelle de la géographie plutôt qu'à l'échelle de l'espace intérieur? La réponse que donne le monument est, par la singularité. Par la concentration du sens dans un objet unique d'une échelle et d'une résolution formelle suffisante pour que le sens ne puisse être manqué, ne puisse être réinterprété en quelque chose de plus petit qu'il n'est, ne puisse être absorbé dans le bruit de fond de l'environnement bâti ordinaire. Le capteur de rêve au centre du campus du 1% n'est pas un monument en ce sens, bien qu'il soit monumental par l'échelle. La distinction est précise et importe pour tout ce qui l'entoure. Un monument est complet en lui-même. Sa fonction est d'être vu, d'être reconnu, d'être l'objet vers lequel l'espace environnant s'oriente. L'espace environnant existe pour encadrer le monument, pour fournir la distance depuis laquelle il peut être appréhendé, pour le protéger de l'empiètement d'usage qui compromettrait sa lisibilité comme objet singulier. Le rapport du monument aux personnes qui habitent l'espace autour de lui est fondamentalement un rapport d'adresse. Ils parlent, ils reçoivent. Ils signifient, ils reconnaissent le sens. La transaction est asymétrique et non participative. Le monument n'exige rien des personnes qui se tiennent devant lui sinon leur attention. Le capteur de rêve exige la participation. Il n'est pas le point final du campus du 1%. Il en est le centre, dans le sens où le cœur est le centre d'un corps, non dans le sens où l'autel est le centre d'une église. Il pompe. Il traite. Il est l'expression physique d'une logique de gouvernance, le processus de validation des rêves qui requiert l'engagement actif des personnes autour de lui pour fonctionner. Sans cet engagement, sans les rêves soumis et affinés et filtrés et validés par la communauté que le campus sert, le capteur de rêve n'est qu'une sculpture. Avec cet engagement, il est quelque chose que l'histoire de l'art public n'a pas encore produit. Une œuvre d'art à l'échelle du territoire qui est simultanément un instrument de gouvernance en activité. Cette distinction entre le monument qui s'adresse et le campus qui opère est l'argument spatial central de ce chapitre. Le campus est le modèle spatial approprié pour le 1% parce que la transition qu'il sert n'est pas une condition à commémorer. C'est un processus à vivre. La travailleuse déplacée n'a pas besoin d'un monument à son déplacement. Elle a besoin d'un espace où le déplacement peut être traversé non pas individuellement, non pas thérapeutiquement au sens clinique, mais collectivement, dans la proximité quotidienne d'autres personnes dans la même condition, engagées dans la même recherche de ce qui vient après le rôle qui la définissait.
Le campus est la forme spatiale qui a historiquement abrité les processus de transformation collective. Non pas le monument, non pas le palais, non pas le marché, le campus. Le mot lui-même porte l'étymologie du champ, campus, en latin, le terrain ouvert, l'espace non encore défini par les structures qui l'occuperont finalement. Le campus est défini non par ses bâtiments mais par le rapport entre ces bâtiments, les chemins entre eux, le terrain commun qu'ils partagent, la grammaire spatiale de la rencontre et du retrait, du rassemblement et de la solitude, de l'engagement public et du travail privé, que la disposition des structures à travers un champ ouvert rend possible. Le campus universitaire est l'instance la plus familière de ce modèle spatial dans la civilisation industrielle. Ce que le campus universitaire fournissait, dans ce qu'il avait de meilleur, n'était pas principalement l'instruction peut se produire dans une seule salle. Ce qu'il fournissait était l'infrastructure spatiale de la transformation intellectuelle, la proximité de personnes engagées dans des disciplines différentes, les rencontres accidentelles dans l'espace partagé qui produisent des connexions inattendues, l'habitation quotidienne d'un environnement qui signale, dans chaque décision spatiale, que l'activité primaire ici est le développement des esprits plutôt que l'optimisation de la production. Le campus du 1% hérite de cette logique spatiale et la réoriente vers une transformation différente. Non pas la transformation de l'étudiant en professionnel, la certification de la capacité cognitive pour l'entrée sur le marché du travail que servait le campus universitaire. Mais la transformation de l'employé en participant, le développement des capacités pour le sens, la gouvernance, la construction collective du sens, et l'identité post-emploi que la transition hors de l'ère de la rareté requiert. C'est une transformation plus difficile à concevoir, parce qu'elle n'a pas de précédent spatial établi à grande échelle. Le campus universitaire était conçu pour une population qui arrivait sachant quelle transformation elle cherchait, l'étudiant qui venait apprendre une discipline, développer un diplôme, émerger de l'autre côté de 4 ans comme un type de personne différent dans une catégorie sociale lisible. Le campus de transition est conçu pour une population qui arrive ne sachant pas quelle transformation est disponible. La travailleuse déplacée qui a perdu le rôle qui la définissait et ne sait pas encore quel rôle existe dans le monde qui remplace celui qu'elle habitait. La conception spatiale du campus doit donc être capable de recevoir des personnes dans cet état de pas encore savoir, sans imposer un chemin prédéterminé ni laisser l'arrivant dans un champ non structuré qui ne produit que la désorientation. C'est le défi de conception que le monument ne peut pas relever et que le campus doit relever. Le monument organise l'espace autour de sa propre lisibilité. Tout est disposé pour servir la lisibilité de l'objet. Le campus organise l'espace autour des processus qui l'abritent. Les structures servent les activités servent la transformation sert la population qui y arrive en ayant besoin d'elle. Quelles sont les activités que le campus du 1% doit abriter ? La première est l'arrivée, l'expérience spatiale et sociale d'entrer dans le campus pour la première fois, qui doit communiquer, sans instruction, que c'est un espace organisé différemment des espaces que la personne arrivante a habités auparavant. Non pas un lieu de travail, avec sa demande implicite de contribution productive. Non pas une installation de service social, avec sa catégorisation implicite de la personne arrivante comme bénéficiaire de charité. Non pas un lieu culturel, avec sa passivité implicite du public. Un espace d'ambiguïté genuine, d'ambiguïté productive, dans lequel le rôle de la personne arrivante n'est pas prédéterminé et l'organisation de l'espace suggère que la question de ce que sera ce rôle est une question ouverte, tenue ouverte délibérément, comme une forme de respect. C'est un problème architectural de premier ordre. L'expérience spatiale de l'arrivée doit accomplir un travail communicatif substantiel sans l'usage de signes ou d'instructions. Elle doit signaler la possibilité sans promettre un contenu spécifique pour cette possibilité. Elle doit être accueillante sans être hospitalière au sens de l'industrie de l'hospitalité qui enveloppe la personne arrivante dans le confort et le service et lui retire l'inconfort productif d'avoir à comprendre où elle se trouve et ce qu'elle est venue faire. L'accueil du campus de transition n'est pas l'accueil du complexe touristique. C'est l'accueil du champ ouvert, le campus dans son sens étymologique, qui dit « Vous êtes ici ». L'espace est réel. Ce qui s'y passe n'est pas encore déterminé. Cette indétermination n'est pas un échec de conception. C'est la conception. La deuxième activité est la rencontre, la proximité quotidienne avec d'autres personnes dans des états similaires et différents de transition, à travers des différences de parcours, d'expertise, d'anciennes professions, et d'incertitudes actuelles, qui produit la friction sociale d'où émerge une nouvelle compréhension. Le campus universitaire comprenait cela et le concevait, la salle commune, la salle à manger, le chemin qui croise les chemins de personnes de disciplines différentes, le banc qui invite la conversation non planifiée. Le campus de transition doit concevoir la rencontre à un registre différent. Les personnes qui arrivent ne sont pas des étudiants de premier cycle séparés de leur vie précédente par la rupture nette de l'inscription institutionnelle. Ce sont des adultes portant le poids total de leurs anciennes identités, la manager qui n'a pas encore cessé de se penser comme manager, l'analyste qui n'a pas encore trouvé de façon de valoriser les capacités que son ancien rôle ne requérait pas, le chauffeur dont toute l'identité sociale s'organisait autour du mouvement quotidien et du contact humain de son travail et qui ne sait pas encore comment être stationnaire et rester dans la finalité.
La rencontre entre ces personnes, dans les bonnes conditions spatiales, produit quelque chose qu'aucun programme d'études ne peut produire. La reconnaissance que la condition du déplacement est partagée, que l'incertitude de la transition n'est pas un échec individuel mais une expérience collective. Que la question de ce qui vient après l'emploi est une question posée par des personnes dont l'ancienne expertise couvre l'ensemble du spectre de l'économie qui les a produites et qui apporte, collectivement, plus de capacité à y répondre qu'aucune d'elles ne possède seule. La conception spatiale de la rencontre dans le campus de transition est donc une conception des conditions dans lesquelles cette intelligence collective peut émerger. Non pas la rencontre forcée de la session de thérapie de groupe ou de l'atelier structuré, mais la disponibilité spatiale de l'autre, la conception d'espaces communs qui rendent la présence possible sans la requérir, qui créent les conditions de la conversation sans la scénariser, qui permettent à la texture quotidienne de l'habitation partagée de faire le travail de formation sociale qu'aucun processus facilité ne peut reproduire. La troisième activité est le faire, la production de choses, d'idées, de propositions, de processus, et d'autres productions qui donnent aux habitants du campus de transition une expérience quotidienne d'agentivité. Le besoin le plus immédiat de la personne déplacée, après le besoin de connexion sociale, est le besoin de faire quelque chose. D'être l'agent d'un changement dans l'état du monde, aussi petit soit-il. D'avoir fait quelque chose à la fin de la journée qui n'était pas fait au début et qui porte la marque de sa capacité et de son intention spécifique. Le faire dans le campus de transition n'est pas productif au sens économique. Il n'a pas besoin de l'être. La valeur du faire dans ce contexte n'est pas la valeur de la production, bien que certaines productions aient une valeur économique et que le campus ne devrait pas en être embarrassé, mais la valeur du processus. La restauration de l'agentivité. L'expérience quotidienne de la compétence. La découverte progressive, par le faire, des capacités qui ont survécu au rôle qui les organisait et qui sont disponibles pour un redéploiement que l'ancien rôle ne permettait jamais. Les espaces du faire, les ateliers, les studios, les laboratoires, les jardins, les cuisines, les installations de fabrication, les espaces acoustiques, les environnements computationnels, ne sont donc pas des installations de formation professionnelle au sens conventionnel. Ils ne sont pas orientés vers la production d'un nouveau diplôme ou le développement d'une compétence spécifique pour un débouché d'emploi spécifique. Ils sont orientés vers la récupération de l'impulsion du faire elle-même, la pulsion humaine fondamentale vers l'altération du monde par l'activité intentionnelle, chez des personnes à qui la forme spécifique de cette impulsion a été retirée par le déplacement. La quatrième activité est le gouverner, la participation au processus de validation des rêves qui est la fonction de gouvernance centrale du campus et l'expression opérationnelle du capteur de rêve. Ce n'est pas une activité séparée des autres. C'est l'activité qui donne aux autres leur direction collective. Le processus par lequel les habitants du campus, utilisant la capacité cognitive amplifiée par l'IA désormais accessible à tous, proposent, affinent, filtrent et valident les futurs collectifs vers lesquels ils construisent. La conception spatiale de la gouvernance dans le campus de transition est la conception des espaces dans lesquels ce processus se produit, les espaces de soumission où les rêves sont articulés, les espaces de tissage où ils sont affinés par l'engagement collectif, les espaces de filtrage où la désirabilité communautaire est évaluée, les espaces de célébration où les propositions validées sont formellement reçues dans le projet collectif du campus. Ces espaces sont disposés autour du capteur de rêve non comme une place entoure un monument mais comme un corps est organisé autour de son cœur, chaque espace connecté au processus central, chaque activité alimentant et recevant de la fonction de gouvernance qui donne au campus sa cohérence collective. La cinquième activité est le repos, la provision spatiale pour la récupération des capacités que les autres activités sollicitent. Ce n'est pas accessoire. Le campus de transition n'est pas un environnement productif au sens qui exige une production continue. C'est un environnement de développement humain soutenu, qui requiert, comme tout développement soutenu le requiert, l'alternance de l'engagement et du retrait, de l'activité et de l'immobilité, de la rencontre et de la solitude. Les espaces de repos dans le campus de transition ne sont pas des équipements annexés aux espaces de travail. Ils sont intégraux à la fonction du campus, les espaces dans lesquels le traitement de la transition se produit en dessous du niveau de l'activité explicite, dans l'intervalle entre les engagements, dans l'habitation silencieuse d'un espace qui n'exige rien. Ensemble arriver, rencontre, faire, gouverner, repos, ces activités définissent le programme spatial du campus. Elles définissent quelles salles et quels chemins et quels terrains communs et quelles retraites individuelles et quels espaces collectifs le campus requiert. Elles définissent les rapports entre ces espaces, lesquels doivent être adjacents, lesquels doivent être séparés, lesquels doivent être visibles depuis d'autres et lesquels doivent être privés, lesquels doivent être grands et lesquels doivent être intimes. Elles définissent, en bref, le campus comme proposition architecturale, non pas un monument à concevoir pour un impact visuel maximum, mais une organisation spatiale à concevoir pour un impact maximum sur le développement humain. Le capteur de rêve se tient au centre de cette organisation. Son échelle est monumentale. Sa présence est indéniable. Depuis chaque point du campus, il est visible, non pas comme l'objet pour encadrer lequel l'espace existe, mais comme le rappel constant de ce autour de quoi l'espace est organisé.
Le processus de gouvernance. La construction collective du sens. Le filtrage de la capacité déplacée de la civilisation en futur validé. Il ne s'adresse pas au campus depuis le dessus. Il organise le campus depuis l'intérieur. C'est la différence entre le monument et le campus. Le monument parle. Le campus travaille. Le 1% a besoin des deux. Le capteur de rêve est le monument qui parle. Le campus qui l'entoure est l'infrastructure qui travaille. Leur rapport n'est pas hiérarchique. Il est métabolique. Le capteur de rêve donne au campus son centre symbolique et sa logique de gouvernance. Le campus donne au capteur de rêve son contenu opérationnel et son sens humain. Ni l'un ni l'autre n'est complet sans l'autre. La sculpture sans le campus, c'est un objet très grand et très beau dans un champ. Le campus sans le capteur de rêve est un programme de résidence sans âme. Ensemble, ils sont quelque chose que l'histoire de l'espace public n'a pas encore produit. Une organisation spatiale dans laquelle l'art et la gouvernance et la vie quotidienne et la transition collective ne sont pas des programmes séparés dans des bâtiments séparés reliés par une adresse commune, mais un environnement unique et intégré dans lequel les frontières entre le faire et le gouverner, entre le symbolique et le fonctionnel, entre l'esthétique et le politique, ont été délibérément dissoutes. Cette dissolution n'est pas un artifice architectural. C'est l'expression spatiale de l'argument central de la doctrine. Dans la transition post-rareté, le sens et la gouvernance ne sont pas des fonctions séparées. L'art est la gouvernance. La gouvernance est l'art. Le campus est l'endroit où cette identité devient habitable. 10. Berkeley comme précédent. Toute doctrine a besoin d'une résistance fondatrice. Non pas un succès fondateur, le succès vient plus tard, après que la doctrine a été éprouvée contre les conditions qui l'ont d'abord refusée. Ce dont une doctrine a besoin à son origine, c'est de la rencontre spécifique avec un système existant qui révèle, par la réponse du système, la nature exacte de ce que la doctrine propose de changer. La rencontre qui rend lisible, dans le relief le plus net possible, l'écart entre le monde tel qu'il est organisé et le monde vers lequel la doctrine s'organise. Berkeley est cette rencontre. Les faits sont simples et leur signification ne l'est pas. Une œuvre d'art permanente à grande échelle a été proposée pour une parcelle de terrain significative à Berkeley, en Californie. L'artiste, un architecte, designer d'intérieur et promoteur immobilier d'expériences substantielles, opérant à l'intersection de l'ambition esthétique et de la pratique du développement, proposait non pas une sculpture au sens conventionnel mais un territoire. Une parcelle de terre permanente revendiquée pour le sens. Une installation à l'échelle du paysage plutôt que de l'objet, conçue pour exister non pas pour une saison ou une occasion civique, mais pour la durée de l'engagement d'une civilisation avec les questions qu'elle soulevait. Le comité d'évaluation de la ville a examiné la proposition. Leur objection principale n'était pas esthétique. Elle n'était pas conceptuelle. Ce n'était pas un jugement que l'œuvre manquait de mérite ou que l'artiste manquait de la capacité de la réaliser. Leur objection principale était temporelle. 5 ans, ont-ils dit. La parcelle pouvait être mise à disposition pour 5 ans. Après 5 ans, le terrain devrait être récupéré. Pour le stationnement. L'artiste voulait la permanence. La ville offrait la temporalité. La négociation a échoué. Le projet a été refusé. C'est, en surface, une histoire familière. Les propositions d'art public à grande échelle sont régulièrement refusées, pour des raisons allant de la prudence budgétaire au conservatisme esthétique à la version pure et simple au risque politique d'élus et de fonctionnaires nommés qui comprennent que le terrain public est une ressource dont la disposition génère la controverse et que la disposition la plus sûre d'une ressource controversée est la plus réversible. Mais la surface de cette histoire n'est pas son contenu. Le contenu est dans la forme spécifique de l'objection de la ville, et dans ce que cette forme révèle sur les conditions structurelles que la doctrine du 1% propose de modifier. La ville n'a pas dit « cette œuvre n'a pas de valeur ». Elle a dit « cette œuvre ne peut pas être permanente ». La ville n'a pas dit « l'art n'a pas sa place ici ». Elle a dit « l'art a sa place ici pour 5 ans », après quoi la fonction, spécifiquement, la fonction de stocker des véhicules appartenant à des particuliers doit être récupérée. La ville n'a pas dit « le futur que vous proposez est erroné ». Elle a dit « le futur que vous proposez ne peut être garanti, et en l'absence de cette garantie, nous nous réservons le droit de revenir au passé ». Le stationnement, comme les chapitres précédents l'ont noté, n'est pas un choix d'alternative trivial. C'est la fonction de l'utilisation du terrain à l'ère de la rareté, le stockage de l'infrastructure de mobilité personnelle d'un système de transport privé et individuel. C'est de la terre organisée autour de la machine oisive. C'est l'expression spatiale de l'engagement d'une civilisation envers une forme spécifique de mouvement qui est déjà supplantée par les systèmes de mobilité électrique, partagés et de plus en plus autonomes qui rendent la voiture garée en privé, et la terre nécessaire pour la stocker, une infrastructure transitionnelle plutôt qu'une infrastructure permanente. La décision de la ville de réserver le terrain au stationnement plutôt que de l'allouer de façon permanente au sens n'était donc pas simplement un jugement bureaucratique sur une proposition spécifique. C'était, lu à sa profondeur structurelle, une déclaration sur la hiérarchie des valeurs qui gouverne l'utilisation du terrain public dans la planification de l'ère de la rareté. La fonction avant le sens,
La réversibilité avant l'engagement, la machine oisive avant l'humain actif. La proposition de l'artiste se situait exactement au seuil où cette hiérarchie devient visible. En deçà du seuil, une installation temporaire, une activation saisonnière, une œuvre de 5 ans qui ne revendique pas la permanence, la hiérarchie n'est pas contestée. L'art est permis. L'art est même bienvenu. L'art qui connaît sa place, qui accepte sa subordination aux fonctions productives et utilitaires qui récupéreront finalement l'espace qu'il occupe temporairement, est pleinement compatible avec la planification de l'ère de la rareté. Au-dessus du seuil, un territoire permanent, un paysage qui revendique son espace non pas pour une saison mais pour une civilisation, qui propose de remplacer la machine oisive par l'humain actif comme principe organisateur de la terre qu'il occupe, la hiérarchie est directement contestée. Et la hiérarchie répond. La réponse était calibrée. Ce n'était pas un rejet de l'art. C'était un rejet de la permanence. C'était le système de planification de l'ère de la rareté traçant la ligne exactement au point où la transition de l'ornement au territoire, de la décoration à l'infrastructure, de l'art acceptable qui connaît sa place à l'art inacceptable qui en revendique une, devient visible. Cette ligne est l'emplacement précis de l'intervention de la doctrine du 1%. La doctrine ne propose pas de combattre la ligne à Berkeley. Elle propose de rendre la ligne sans pertinence, non pas en argumentant contre elle dans le cadre institutionnel qu'il a tracé, mais en construisant la chose que la ligne a été tracée pour empêcher dans un contexte où la ligne ne s'applique pas. Le développement privé qui choisit d'allouer de façon permanente son 1% à l'infrastructure de transition ne demande pas à un comité d'urbanisme municipal la permission d'être permanent. La permanence, dans le développement privé, est une décision de conception. Le promoteur qui intègre le capteur de rêve dans le plan directeur d'un campus d'1 milliard ne sollicite pas une exception à la règle des 5 ans. Il n'y a pas de règle des 5 ans dans un développement privément gouverné qui a choisi d'organiser son identité autour d'un centre symbolique permanent. Berkeley a refusé l'installation permanente. La doctrine déplace l'installation permanente vers un terrain où le refus n'est pas disponible au même système. Ce n'est pas un abandon de l'aspiration berkeleyenne. C'est une relocalisation stratégique du terrain d'épreuve. Berkeley reste dans la doctrine non pas comme le site de la première mise en œuvre mais comme l'origine philosophique, l'endroit où la rencontre entre la doctrine de transition et le système de l'ère de la rareté a été rendue lisible pour la première fois. Le refus à Berkeley n'est pas un échec à surmonter. C'est une donnée à comprendre. Il nous dit, avec la précision que seule une rencontre institutionnelle réelle peut fournir, exactement où la doctrine de transition se heurte aux engagements les plus profonds du système qu'elle propose de succéder. Cette connaissance n'est pas un prix de consolation. C'est la forme la plus précieuse d'information qu'une doctrine peut posséder. L'emplacement précis de la résistance, nommé dans le langage spécifique que la résistance utilise pour se justifier. 5 ans. Stationnement. Réversibilité. La récupération de l'optionnalité dans un futur dont la forme n'est pas encore connue. Ce ne sont pas des préférences bureaucratiques arbitraires. Ce sont les articulations d'une vision du monde genuine, une qui comprend le terrain comme principalement fonctionnel, qui comprend la fonction comme principalement économique, qui comprend l'économique comme primaire sur le symbolique, et qui comprend la responsabilité de l'institution publique comme la préservation de l'optionnalité pour un futur qui pourrait avoir davantage besoin du stationnement que du sens. La doctrine du 1% prend cette vision du monde assez au sérieux pour argumenter avec elle au niveau de ses propres hypothèses. L'hypothèse de la réversibilité mérite une attention particulière, parce que c'est l'hypothèse qui reflète le plus directement le rapport de l'imagination planificatrice de l'ère de la rareté au futur. La réversibilité suppose que le futur ressemblera au présent dans ses exigences fondamentales, que le terrain qui sert le stationnement aujourd'hui pourra servir le stationnement demain, que l'optionnalité préservée a un contenu, que le système de propriété et de stockage de véhicules privés qui rend le stationnement précieux est une caractéristique permanente du paysage urbain plutôt qu'une caractéristique transitionnelle. Cette hypothèse n'est pas seulement questionnable. Elle est, sur la base des preuves disponibles, erronée. La Californie s'est engagée, par sa réglementation Advanced Clean Cars 2, à éliminer progressivement la vente de nouveaux véhicules à combustion interne dans l'horizon de planification des décisions d'utilisation du terrain prises aujourd'hui. Les systèmes de véhicules autonomes développés et déployés par Waymo, Tesla, et leurs concurrents sont conçus explicitement autour de l'élimination du stockage de véhicules privés comme exigence d'utilisation du terrain. Le véhicule qui se conduit seul n'a pas besoin d'être garé. Il a besoin d'être acheminé. Le modèle de mobilité partagée que ces systèmes permettent convertit la terre actuellement consacrée au stockage de machines oisives en terre pouvant servir l'ensemble de l'activité humaine. Le stationnement pour lequel Berkeley a réservé le terrain n'est pas un besoin permanent que le campus de transition était invité à déplacer. C'est un besoin transitionnel qui est déjà supplanté par la transformation de la mobilité que les mêmes forces technologiques produisant la vague de déplacement produisent également. La ville a préservé l'optionnalité pour un futur qui est déjà en train de devenir le passé. Le campus de transition qu'elle a refusé était conçu pour un futur qui est déjà en train de devenir le présent. C'est Berkeley comme précédent dans son sens le plus profond. Non pas simplement le précédent d'une proposition refusée qui a trouvé un meilleur foyer dans le développement privé, mais le précédent d'une décision de planification qui a cristallisé,
dans un seul choix entre un parking et un campus post-rareté, la nature exacte de la transition civilisationnelle que la doctrine du 1% navigue. Le parking est la réponse de l'ère de la rareté à la question de ce pourquoi la Terre existe. Le campus est la réponse de l'ère de transition à la même question. Berkeley, pendant un moment, a été invitée à choisir. Elle a choisi le parking. Ce choix ne met pas fin à la question. Il la clarifie. Il existe une dimension supplémentaire de Berkeley comme précédent que la doctrine doit nommer directement. Parce que c'est la dimension qui fait de Berkeley non pas simplement une anecdote de planification mais un symbole civilisationnel. Berkeley n'est pas simplement une ville. C'est l'adresse d'une des grandes institutions du savoir de l'ère industrielle, le campus de l'Université de Californie qui a, depuis plus d'un siècle, organisé sa géographie environnante autour de la production et de la transmission de la capacité cognitive que la civilisation industrielle requérait. L'université de recherche comme type de bâtiment, comme institution sociale, comme revendication sur la terre publique et les ressources publiques, se justifiait par exactement l'asymétrie cognitive dont la dissolution a été décrite dans la première partie de cette doctrine. L'université produisait les planificateurs, les ingénieurs, les scientifiques, les juristes, les médecins, les administrateurs qui dotaient en personnel le sommet de la pyramide cognitive. Sa présence physique à Berkeley était l'expression physique de la forme la plus légitime et la plus productive de la hiérarchie cognitive. La ville qui entoure cette université n'est donc pas simplement une ville prenant une décision de planification sur une parcelle de terrain. C'est la ville qui s'est organisée autour du sommet de la hiérarchie cognitive pendant des générations, qui a absorbé les conséquences spatiales, sociales et économiques de cette organisation, les coûts du logement, les structures de classe, les formations politiques, le caractère berkeleyien spécifique qui est le produit de la proximité avec une institution dont la fonction était la production d'élites cognitives, prenant maintenant une décision sur l'allocation d'une parcelle de terrain à l'infrastructure de la transition post-hiérarchie cognitive. Et refusant, non pas malicieusement, non pas même consciemment, au niveau de sa propre compréhension d'elle-même, mais structurellement, fidèlement, avec la pleine cohérence d'un système agissant selon ses engagements les plus profonds. Berkeley, la ville de l'institution la plus célébrée de la pyramide cognitive, a choisi le parking plutôt que le campus post-rareté. Ce choix sera rappelé. Non pas avec mépris, le mépris est le mauvais registre pour comprendre la fidélité avec laquelle les systèmes agissent selon leur propre logique. Avec la forme spécifique de reconnaissance historique qui s'attache au moment où l'ancien ordre démontre, par ses décisions les plus caractéristiques, qu'il ne peut pas voir ce qui est déjà en train de devenir nécessaire. Les cathédrales de la ville médiévale n'ont pas été construites d'abord dans les villes de l'élite administrative romaine. Elles ont été construites dans les espaces où l'emprise de l'ancien ordre était la plus faible, où la nouvelle forme de vie collective avait de la place pour s'établir avant que l'ancienne ne reconnaisse la concurrence. Les usines de la révolution industrielle n'ont pas été construites au centre des villes organisées par les guildes qui avaient organisé la vie productive pendant des siècles. Elles ont été construites au bord, dans les espaces non réglementés où les restrictions des anciennes guildes ne s'étendaient pas, et elles ont grandi jusqu'à ce que les anciennes villes n'aient d'autre choix que de se réorganiser autour de la nouvelle logique productive. Le premier campus du 1% ne sera pas construit à Berkeley. Il sera construit là où les conditions pour le construire sont les plus favorables, dans les paysages de développement privé des villes en rapide évolution du Sud global, dans les communautés de villégiature de luxe où le capital est concentré et les contraintes réglementaires sont moins lourdes, dans les géographies où le nouveau peut s'établir avant que l'ancien n'ait organisé sa résistance. Et de là il se répandra comme la cathédrale s'est répandue, comme l'usine s'est répandue, comme chaque type de bâtiment primaire de chaque nouvelle ère civilisationnelle s'est répandu. Non pas en déplaçant les anciens centres à leurs points les plus forts, mais en établissant la nouvelle forme au point de moindre résistance et en laissant la logique de la nouvelle forme faire sa propre démonstration à mesure qu'elle mûrit. Berkeley le verra finalement. Chaque ville le verra finalement. La question que le comité d'urbanisme de Berkeley s'est vu poser, à quoi sert la Terre, dans la transition de l'ère de la rareté vers ce qui suit, est une question que chaque ville se verra poser, à répétition, dans les années qui suivront la publication de cette doctrine. Et la réponse que Berkeley a donnée, le stationnement, la réversibilité, la préservation de l'optionnalité pour un futur organisé autour de la machine oisive ressemblera, depuis le point de vue de ces années, à ce qu'elle est. La dernière décision fidèle d'un système qui ne pouvait pas encore voir ce qui arrivait. Berkeley n'est pas le site. Berkeley est la preuve. La preuve que la doctrine de transition est assez réelle pour être refusée. Assez réelle pour que le système de l'ère de la rareté la reconnaisse comme un défi et réponde. Assez réelle pour que son refus soit lisible comme résistance plutôt qu'indifférence. Ce qui est refusé est toujours, en un sens, reconnu. Berkeley a reconnu le 1% avant de le refuser. Cette reconnaissance est le début du précédent. Le campus sera construit. La doctrine se répandra. Le parking sera repensé. Et Berkeley, la ville qui s'est organisée autour du sommet de la pyramide cognitive pendant un siècle, qui a refusé le premier campus post-rareté en faveur d'un parking pour des machines qui sont déjà en train de devenir obsolètes,
construira finalement sa propre version de ce qu'elle a refusé. Non pas parce que la doctrine l'exige, parce que la transition l'exigera. Chaque précédent se termine de la même façon. La chose qui a été refusée devient la chose qui était inévitable. La seule question est la durée de l'intervalle entre les deux. Le 1% raccourcit cet intervalle. Berkeley l'a rendu lisible. C'est suffisant. C'est, en fait, exactement ce pourquoi une résistance fondatrice existe. Discussion L'IA, about juste this. de l'autocomplétion épicée, exactement, des opportunités à ne pas manquer. On est à côté de la plaque. Trop tard pour rattraper. La gauche passe à côté de l'IA, par Dan Kagan KS. Février 2026. MXTM AK pirate un ERVJ Tsunamix. Et seule l'une d'elles vous donne un levier. Régulation intelligente, capacité d'État, transition énergétique, revenu universel, post-humanisme, autant de chantiers où la gauche devrait être aux avant-postes. Elle est aux abonnés absents. La gauche traite l'IA de simple autocomplétion exactement comme la droite traitait le CO de 0,04% de l'atmosphère. Dans les deux cas, une description partielle du mécanisme utilisé comme preuve d'insignifiance. Résultat, la droite fixe les règles du débat. Encore. Dièse IA dit #répudiation IA. Recent épisode. The Stray Gambi, a Chronicle of the Last Control Protocol. Feb 15 MXTM AK pirate un ERVJ Tsunamix. Ittac à pirate to catch one. Feb 14 MXTM AK pirate un ERVJ Tsunamix. The Swarm Doctrine, how open cloud and orgoshatered the bandwidth selling of sovereignty. Tsunamix. Feb 13. Le collectif 0x Fumo. Les technonomades qui ont arbitré la chute des nations. Le protocole du silence et l'homme inénarrable. Ici, le drapeau noir. Vous dites, ici, pirate promis. Ici, le drapeau noir. Et c'est le drapeau noir.